C'est une première depuis la création du Mossad. Je vais rencontrer un officier traitant, opérationnel au sein des services secrets israéliens, qui témoigne devant les caméras. Autant que je sache, c'est exact. Est-ce que cela signifie que vous prenez un risque en nous rencontrant aujourd'hui? Oui, Qu'est-ce qui est vrai de ce que l'on voit? rien, même la veste. On commence? Comment dois-je vous présenter? Agent du renseignement et de récolte d'informations attaché aux missions spéciales. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous préparer à cette interview? 1h30. Ça signifie que je n'ai aucune chance de pouvoir un jour vous reconnaître. C'est exact. C'est l'une des choses les plus importantes dans vos rôles de composition, ressembler le plus possible aux voisins d'en face. Mais nous sommes vraiment les voisins d'en face. Tout est là, justement. Mes collègues de travail sont nos voisins de palier. Ce n'est évidemment pas les personnages que l'on voit au cinéma ou comme on pourrait les imaginer. Mais ce n'est pas quelque chose que vous vous attendiez à faire. Vous ne pensiez pas que cela deviendrait votre vie? Vraiment pas. Oui, le fossé qui existe entre l'imagination et le réel fait partie intégrante du concept, y compris de la vie personnelle de Ji, dont quelques bribes nous ont été dévoilées, mais sans date ni détails précis. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est née en Iran, sous le règne du Shah d'Iran, encore au pouvoir à l'époque. Suite à la révolution islamique, sa famille fuit le pays et part s'installer en Israël. Après une arrivée plutôt difficile, Ji est incorporée dans une unité d'importance de Tsahal et lui ouvre les portes d'une carrière au sein de la vie civile et du service public. Alors qu'elle est déjà mariée et mère de plusieurs enfants, nous ne savons pas combien, est arrivée l'opportunité. Que pouvez-vous nous raconter sur votre enfance en Iran? La période précédant la révolution était merveilleuse. J'ai eu une enfance des plus normales, heureuse. Nous nous sentions comme en Europe. Vous portiez le hijab? Oui, mais pas longtemps, fort heureusement. Est-ce que vous portez encore en vous une identité iranienne? Elle est encore un peu présente en moi. Je suis très attachée à la culture iranienne. Elle fait vraiment partie de moi. La nourriture, la langue, la musique, la littérature. Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun avec le peuple iranien. Et d'ailleurs, à mes yeux, il y a une très grande différence entre le peuple iranien et les leaders de la République islamique. C'est plus qu'une évidence. Reprenez maintenant au moment où tout a commencé. Ça ne s'est pas passé en un instant, ça a pris un peu plus de temps que cela. Une voix en moi me disait que je cherchais à remplir un rôle particulier, qui a une influence, et je voulais faire partie de quelque chose d'important et de grand. Et j'ai alors pensé à l'éducation ou au Mossad. Étonnant, c'est quand même très différent. Absolument. Mais l'éducation est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Quant au Mossad, par mes racines, mon passé, ma connaissance et ma compréhension de l'ennemi, je savais pouvoir me rendre très utile au sein de cette organisation. J'ai donc postulé très simplement sur leur site internet et déposé une demande pour le centre de commandement et pas du tout pour le service action. Mais pendant les examens éliminatoires, ils ont évalué que j'avais les capacités requises pour faire partie d'un service plus actif. Et là, vous ne vous êtes pas demandé quel était le rapport entre ça et votre personnalité? Bien sûr que si. Au début en tout cas, mais plus je m'approchais de la date de mon recrutement, plus je me disais « et pourquoi pas ?» Mais il y a un tas de raisons pour refuser. Le danger d'abord, la vie parallèle. Évidemment que l'on fait appel à son imagination, mais lors des éliminatoires, je n'en avais pas encore pleinement conscience. J'ajoute même qu'aujourd'hui, je suis parfois encore abasourdie par les endroits où nous arrivons à opérer. À chaque fois, de nouveau, et à chaque fois, nous faisons reculer nos limites. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez chez vous après une opération bien menée, vous vous dites encore « mais comment je fais partie de tout ça ?» Non, plus maintenant. Mais waouh, je reviens de loin, ça oui. Combien de personnes sont au courant de notre entrevue en ce moment? Combien vous reconnaîtront malgré tout et se diront en voyant ces images « Ah, c'est elle, celle qui travaille au Mossad !» Mes amis du travail, bien entendu, et le premier cercle de la famille très proche. Quoi? Les enfants sont au courant? Ils savent, oui. Et vos parents? Ils savent. Vos oncles et tantes?
Non, eux ne savent rien. Vous pouvez donc passer l'après-midi avec vos enfants. Comme souvent. Et le soir même ou le lendemain, prendre un vol pour une mission qui paraîtrait des plus complexes, comme le personnage de James Bond. Tout à fait. Moi, par exemple, je ne pourrais en aucun cas imaginer jusqu'où vous pouvez aller. Oui, c'est exact. L'organisation fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'aucun lien ne puisse être fait. Je vais même vous dire plus que cela. Je suis en face de vous en ce moment en tant qu'officier de récolte d'informations et vous décris quelques bribes du monde dans lequel j'évolue. Mais être officier du renseignement, c'est en fin de compte recruter des agents ennemis et les faire travailler pour vous, pour le compte de la sécurité d'Israël. Ces agents peuvent nous procurer des informations extrêmement importantes ou opérer sur le terrain pour nos intérêts. C'est leur mission. Comment se passe une journée ordinaire d'un agent de votre service de recueil d'informations? Alors tout d'abord, il n'y a pas de journée ordinaire. De quel genre de jour voulez-vous parler? Voulez-vous parler d'une journée ici en Israël ou 24 heures hors de nos frontières? Un jour en opération ou à l'entraînement? Prenons un jour à l'étranger. Bon, si vous étiez une mouche qui peut me suivre dès l'instant où je me lève le matin et que vous n'entendiez pas ce qui se passe et que vous ne fassiez que me regarder, vous verriez une femme d'affaires ou une femme qui a des rendez-vous tout au long de sa journée et à aucun moment vous ne pourriez vous douter que vous avez affaire à un officier de recrutement d'agents étrangers. C'est-à-dire que rien ne se voit dans ma façon d'être, il n'y a aucun signe particulier et tout semble tout à fait normal. Et sur ces terrains étrangers, vous regardez tout le temps derrière vous, vous êtes plus tendu, sur vos gardes, il y a une impression de danger? Nous sommes toujours sur nos gardes. Je suis très consciente du danger et c'est l'une des choses prépondérantes que nous apprenons lors de notre formation. Assurer notre propre protection. Il est clair que je ne suis pas là-bas pour faire du tourisme. Je suis en mission commandée. Et tous mes sens sont en éveil sur le terrain. Est-ce que vous avez dû vous sauver lors d'une de vos missions? Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ce n'est pas de se sauver à proprement dit comme vous l'entendez. Je ne passe pas de voiture en voiture. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une mission où je dois être récupéré quelque part et disparaître, tout simplement. Comment arrive-t-on à retourner quelqu'un, à parvenir à convaincre un Iranien de trahir? Oui. Et de travailler pour son ennemi? Tout commence par le recueil de renseignements, après que des officiers des services adéquats nous ont préparé un dossier avec des informations concernant la cible à recruter. Nous apprenons chaque détail, tout ce qui peut nous aider sans aucune exception. Je répète, chaque détail compte. Des informations générales que nous pouvons trouver dans son CV jusqu'à ses préférences culinaires, ses occupations, ce qu'il aime faire pour ses loisirs et aussi quels sont ses rêves. Combien de temps vous faut-il pour tout apprendre sur un élément avant de l'approcher pour la première fois? Cela peut prendre quelques jours comme quelques mois. Et puis nous trouvons le meilleur moyen pour provoquer le premier contact. Et lorsque ce premier contact a lieu, commence le vrai travail de l'agent recruteur. Car tout ce que nous avons appris sur lui peut s'avérer inexact dès la première rencontre. Donc toute cette opération prend beaucoup de temps et est faite de beaucoup de hauts et de bas, de découragement aussi quelquefois. Tous vos collègues peuvent vous reconnaître, ou avec eux aussi, vous avez une autre identité. Dans ma couverture d'identité ou mon aspect extérieur? Les deux? L'identité est toujours fausse, et pour l'aspect extérieur, cela dépend des situations. Mais combien d'identités différentes pouvez-vous avoir en parallèle? Des dizaines. C'est-à-dire que durant votre journée, vous pouvez jouer et changer d'identité une dizaine de fois? Peut-être pas avec toutes, mais avec plusieurs, oui. Et il ne vous est jamais arrivé de vous embrouiller? À mes débuts, je relisais mes notes chaque fois avant d'agir. Plus maintenant. Je sais jouer la comédie d'après les besoins qui se présentent. Je sais me servir de différentes couvertures suivant l'évolution de la situation. En revanche, lorsque nous avançons avec le contact, je viens toujours avec ma propre identité, mais avec un aspect physique différent qui s'adapte à la nature de la mission. Mais moi et qui je suis reste la même. Avez-vous déjà été démasqué? Jamais.